Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge Monday Night Raw. Nous sommes à quelques jours des Survivor Series. Nous sommes le 15 novembre 2021 à Indianapolis, dans l'Indiana. Je suis Irem et avec moi pour m'accompagner dans cette grosse analyse, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton. Salut les Marc, salut les Smart, salut El Patron, salut peuple du catch-up. Écoute, merci de m'accueillir à Indianapolis. Il y a d'ailleurs un petit clin d'œil comme ça au passage, il y a un joueur de basket que j'aime beaucoup à Indianapolis qui s'appelle Sabonis et qui est un fils d'eux. Dans le catch, on aime bien les fils d'eux, et ben dans le basket ça marche aussi des fois. Et j'ai bien connu la carrière du père et j'aime beaucoup le fiston. Voilà, je dis ça au passage. Ça n'a rien à voir avec le catch, mais c'est pas grave, je suis ravi d'être avec toi pour analyser ce vaisseau amiral. Ce Go Home Show, hein, on n'est pas bien fou, on n'est pas fou, hein, quand même, hein, ce Go Home Show des Survivor Series, mine de rien. Oui, on dirait pas, mais si on y est, oui. on y est. Focalisé sur les Survivor Series, un épisode qui était justement plutôt bien dirigé pour ces Survivor Series. Et ça a commencé avec l'arrivée de Kevin Owens et Big E. Donc on a un petit recap de ce qui s'est passé entre Big E et Kevin Owens la semaine dernière. Voilà, Big E nous explique que la Bloodline, le clan de Roman Reigns a dépassé les bornes, quoi. Ils ont attaqué Kofi Kingston et Xavier Woods, et donc il promet à Roman Reigns d'aller lui botter le cul. Mais il n'en a pas fini pour ce soir. L'homme contre qui il a des griefs ce soir, c'est le Canadien Kevin Owens. Il dit: Kevin Owens, viens par ici mon petit, on a une discussion à avoir tous les deux. Et Kyo, il se démonte pas, il débarque et lui aussi il en a gros sur le cœur. Et il s'offre à nous, il nous dit ce qu'il a dans la tête et il lui dit que Big E lui a coûté son match face à Seth Rollins, qu'il était qui est en travers de son chemin. Il l'a insulté de menteur, voilà, hein, il a raconté des carabistouilles. Et Kevin Owens nous explique qu'effectivement, la semaine dernière, qu'entre-temps, il a snap. Alors Kevin Owens, il snap, hein, c'est-à-dire il pète un câble, tout simplement. C'est un peu Kevin Owens qu'on connaît depuis 10 ans déjà à WWE. Tous les ans, il pète un câble, il bascule. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et si tout le monde l'appelle menteur, si tout le monde dit que c'est une ordure, ainsi soit-il. Il va être l'ordure la plus terrible, le plus gros menteur, la brute qu'on connaît tous, et il va démonter tout le monde dans le locker room, les fans dans chaque stade, il va les démonter, tous ceux qui seront sur sa route, il va les démonter, il va les break bad, comme il dit, et surtout il va break bad, donc il va péter un câble, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas vu la série Breaking Bad, je vous invite à la regarder, c'est un chef-d'œuvre. Et surtout, il va péter un câble, il va se défouler sur Big E. Big E est la prochaine cible de Kevin Owens. Il va pas s'en tirer aussi facilement. Big E dit: oh, attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Viens par ici. Et quand Big E arrive sur au niveau du Titantron, n'est-ce pas, tonton? Le Titantron du tonton, le Titan tonton, il se fait attaquer par Jimmy et Jay, hein, qui débarquent. Oui. Qui débarquent et qui lui casse sa tronche. Oui. Et là, ça t'a fait plaisir, quoi. Eh ben oui. Voilà, eux, les Usos, ils respectent la tradition. Voilà, ils font de l'invasion pour un Go Home Show des Survivor Series. Merci aux Usos, merci à eux. Et du coup, tout ça va être transformé en match quand Matt Riddle viendra et Randy Orton viendront aider Big E. Avant qu'on attaque le match, qu'est-ce que tu as pensé, tonton, de cet opener? Écoute, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt relevé. J'aime plutôt ce qui se passe et je t'avoue que je trouve que la force est plutôt du côté de Kevin Owens, en tout cas me concernant. Je suis un petit peu mitigé, on va en reparler de toute façon, hein, mais avec Big E, quoi, sur certains aspects. Mais là, l'opener est pas mal. J'ai trouvé que c'était assez solide, en fait, que ça tenait bien la route. Après, le fait que Riddle, tout ça, c'est un peu out of nowhere. On va se retrouver avec le match que tu vas
play-by-playisé après du tag team, mais je trouve que ça sort un peu of nowhere, mais en même temps, tu vois, on est dans le en même temps. J'étais plutôt content de voir les Usos débarquer de SmackDown, venir foutre le Dawa à Raw. Je me suis dit ça augure peut-être un peu d'un épisode avec pas mal de mode invasion ou au moins de cassage de gueule de quelques mecs de SmackDown qui vont débarquer comme ça. Donc du coup, la balance était équilibrée et puis c'était plutôt pas mal, c'était plutôt solide globalement. Ouais, un grosse promo de Kevin Owens. Ouais. Là, franchement, de l'intensité, l'intensité qu'on lui connaît tant. Et c'est vrai Alors, que... de toute façon, je vais avoir du mal à dire du mal de Kevin Owens, même si son rôle, encore une fois, est un peu particulier là ces derniers temps. Mais voilà, ce gars au micro, il t'envoie du steak, mais ça rigole pas quoi. Ah oui, il a envoyé des gros steaks hachés là sur Biggie qui mouftait pas trop. Hein. C'était un peu peut-être le reproche qu'on peut faire à Biggie, c'est un Biggie un peu paillasson, quoi. Hein. Un peu badass, hein, quand même. Ça manque de sel, de poivre, de piment, tout ça, quoi, avec le Biggie, quoi. Je le sens un peu, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je le sens un peu submergé. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le papy un peu sur le Discord, là, cette semaine. Ouais. Et en fait, je le sens un peu submergé, un peu, parce qu'en face, il y a tellement du lourd. Seth Rollins, Kevin Owens. Mais en même temps, ça nous fait une super rivalité, tout ça, parce qu'il y a du beau catcher dans cette affaire. Il y a du All-Star, là. Ouais, attention, et puis surtout, moi, je veux pas alors, je suis d'accord avec toi. Biggie, il a l'air comme d'autres, hein, c'est pas le seul. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y a pas mal on va dire, de primo champions, les primo accédants, qui deviennent un peu champions du monde du jour au lendemain, parce que forcément c'est comme ça la WWE, même si le gars est là depuis toujours, mais c'est une fois que tu as the big one autour des hanches, c'est plus pareil. Et c'est vrai qu'il y en a, comme Biggie, qui un petit peu disparaissent sous le poids de cette ceinture et qui ne sont plus les mêmes en fait. Hein. Le Biggie, comment dire, provocateur, qui ne bronchait pas et qui avait toujours qui avait du répondant. Là, il est un petit peu disparu et il est un petit peu lisse. Donc, il va falloir le réveiller. C'est peut-être, j'espère en tout cas que ces grosses rivalités qu'on lui envoie et que je réclamais à corps et à cri, et qu'on lui envoie des bons gros mid-carders, voire même des main eventers heel, francs du collier, tu vois, où vraiment il y a pas de souci sur qui est le gentil, qui est le méchant, qu'on lui envoie pour que il faut qu'il fasse ses preuves et qu'il aille au charbon là. Hein. Je crois que c'est le cas. Ils lui ont mis une belle rivalité entre les mains. Je pense qu'il y a plusieurs variables en fait dans ce règne de Biggie, et il y en a un pour moi qui, je suis pas sûr finalement que la WWE ait bien joué le coup en séparant le New Day et en voulant de faire un Biggie un champion seul. Le Biggie en clan, en trio, tu vois quoi, qui débarque sur le stage et qui met le feu à toute la salle, etc. Et qui a pas tout le poids de la promo sur ses épaules. Je pense que ça serait peut-être mieux passé en ayant avec la ceinture de champion du monde et ses deux acolytes à côté de lui. J'ai l'impression que tout seul, en fait, Biggie, puis je le comprends en plus. Parce que de 2014 à presque 2020, pendant 6 ans, il est resté avec ses deux compères et ils ont gagné moult titres à la WWE, ça y a pas de problème. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal, peut-être tout seul, peut-être que il lui manque son crew quand même quoi. Il lui manque 2 tiers. Il y a 2 tiers de Biggie qui sont plus là en fait, donc il faut qu'il recomble ces 2 tiers en fait. Hein. Il faut qu'il recrée son personnage en comblant ce vide et qu'il apprenne et qu'il apprenne le règne d'un champion du monde à la WWE, c'est un règne de loup solitaire souvent. Ouais. Et moi j'aimerais bien qu'il reprenne 2-3 petites choses qu'il faisait au tout début où il était à WWE, en particulier à NXT, etc. Par exemple son compte 2-5, tout ça, tu vois, ça c'est des trucs, c'est des petits détails, mais en tant que champion là, tu vois, pour s'affirmer un peu plus quoi, dire regardez les gars, je redeviens old school et maintenant ça va être jusqu'à 5 les tombées là du champion là. Tu vois, plein de petits détails comme ça, mais bon, je pense que ce qu'il y a, c'est que Biggie quand même quand il est entre les cordes, par contre là ça rigole plus quoi. Ouais, et on va voir ça tout de suite parce que là il y a eu plusieurs matchs avec Biggie en fait. Oui. Pourquoi il y a eu plusieurs matchs? Parce qu'on a eu un Riddle Biggie contre les Usos pour commencer, avec Seth Rollins au commentaire. On t'en parlait juste avant. Hein, c'est un match qui a été booké par
Sonia. Un match qui va pas durer longtemps. Non. Ça va pas durer longtemps puisque Rollins va intervenir et va attaquer. Attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est intervention de Rollins et qui va transformer ce match. Donc avec Pro DQ qui va transformer ce match puisque Randy Orton débarque pour sauver le beatdown parce qu'il y a un beatdown. Ok. On reboot le match, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Et maintenant, c'est Biggie et RK Bro au complet contre les Usos et Seth Rollins. Et là, du coup, c'est plus la même mayonnaise. On a un 3v3 bien solide. Donc ça commence avec Biggie qui commence face à Jim à balancer Jimmy sur Rollins. Non, ça c'était pardon, là c'était l'intervention, excusez-moi. Donc ça commence avec Rollins qui commence le match avec donc face à Riddle. Ensuite, on arrive sur Jimmy qui balance Riddle, un gros kick dans Riddle. Jay lui se fait éjecter du ring avec une distraction qui permet à Riddle de reprendre le dessus. Et c'est Biggie, enfin on en parle, il est là Biggie, qui prend le relais, qui chope le momentum là, avec un gros splash là sur Jimmy. Biggie se fait un petit peu sonner par un gros kick. On avance dans le match avec Orton cette fois-ci qui est entre les cordes avec l'aide de Riddle. Le ring est nettoyé. On balance des forearms, des suplesses, des coups de genoux, des backsplash dans tous les sens. Voilà, ça déroule. Et ça permet à Rollins de faire un gros coup de coude sur Riddle dans la nuque, qui allonge complètement Riddle et qui permet le tombé final. Et donc la victoire des méchants face aux gentils dans un match intense mais assez court. Est-ce que tu en as eu pour ton argent là? C'est court, tu veux dire, tu parles du trios là, parce que effectivement le Big Riddle contre les Usos va durer 3 minutes quoi. Mais derrière on a quand même un gros match quoi. Le trios là, il y a, je crois, on est à 18 minutes quoi. Oui. Donc quand même vachement surprenant même quasiment quoi. J'en revenais pas que les mecs restent aussi longtemps. Et puis c'était sympa parce on avait du très lourd là, on avait un gros line-up sur ce match quoi. Moi j'ai trouvé quoi. Ouais. De toute façon, ça va être un peu une espèce de truc à Raw, c'est qu'ils ont récupéré pas mal de star power mine de rien. Et là, et puis alors avec l'avenue des Usos, avec l'avenue de la Bloodline, bah du coup ça envoyait un gros match. Donc écoute, j'ai été plutôt convaincu par ce match. Je trouve Rollins assez génial en ce moment. Et du coup, c'est que du plaisir. Donc avec tous ces mecs bons dans le ring, du coup, ça donne une belle alchimie, ça donne un beau spectacle et plutôt emballé par ce trios match. Ouais, effectivement, je dis que c'était court. Non, effectivement, c'était surtout intense avec quasiment la crème de ce qui se fait à l'heure actuelle à Monday Nitro du côté des mecs. Hein. Ça, c'était vraiment, on a été un beau, une belle, comment dire, une belle répétition générale de tous ces mecs. Tu fais le line-up, c'est énorme. Hein. Les mecs sont tous c'est des anciens champions du monde, des slam champions, des champions par équipe. Il y a que de la ceinture, il y a que de la breloque au milieu du ring. Ah oui, il y a rien à acheter. Il y a rien à acheter. On va aller direction la division féminine avec une petite interview backstage Bianca Belair qui ce soir va affronter Tamina. Tamina dans un match assez quelconque. Tamina qui a été séparée de Natalia. Écoute, j'ai pas la durée de ce match, mais j'ai trouvé que le match limite a duré un petit peu trop longtemps, mais il y a quand même eu un tour de force qui a été fait, voilà, pour bonne mesure, avec Bianca Belair qui a placé son KOD sur Tamina, hein, qui est quand même un beau morceau, après avoir contré le Samoan Drop, donc pour la victoire évidente de Bianca Belair. Voilà, dans ce match court, mais voilà, avec un finish tout à fait logique. Ouais, 4 minutes 40, la nana dominante actuellement quand même
largement à la WWE, s'impose sans sourciller, donc vraiment pas de surprise. Là, on était vraiment dans on plaçait le produit en attendant tranquillement les Survivor Series, quoi. Et il en fallait pas plus. Juste étonné, Tamina qui a l'air vraiment d'être complètement séparée de Natalia, j'ai la sensation. Ouais, quand t'es séparé, une qui est à Raw et une autre à SmackDown, non? C'est bien ça, hein. C'est bien ça. Hein. Donc du coup, et bah voilà, c'est parti, elle fait sa vie. C'est pas qu'elles ont juste l'air, mon tonton, c'est qu'elles le sont. Hein. Ouais, c'est qu'elles le sont, ouais. Donc du coup, voilà, Natalia, elle vient de jobber à Monday Night Raw. Merci, elle a pris son kiss of death et puis elle a pris sa douche et puis elle est rentrée à la maison. Bon, on a la prochaine rivalité de Bianca Belair aussi qui a été annoncée. Puisque Doudrop est venu provoquer Bianca Belair juste après le match. Vrai. Tout à fait, Alors, tout à fait, ouais. Ça t'excite, ça? Alors ça, par contre, je t'avoue, moyennement, quoi. Bon, pour Doudrop, c'est une mid-cardeuse qui débarque. En plus, c'est une rookie. Je suis un peu étonné, en plus, parce que Bianca Belair, elle est quand même dans la sphère du main event. Qu'il n'y a pas de raison qu'elle y revienne pas. Donc, je me dis... allez, c'est de la rivalité de transition, ça, c'est parce qu'il va falloir l'occuper entre les Survivor Series et puis le prochain pay-per-view, qui est encore, attention, info de Papy Anti-Atemi. Le prochain pay-per-view de la WWE se déroulera le 1er janvier 2022 et ça s'appellera le WWE Day One. Day One-ish. Ah bah attends, faut que ça soit les Usos qui fassent la promo vidéo, le package vidéo de ce pay-per-view à Day One. Je pense que ça doit être dans la marmite, ça. Des fois, c'est tellement évident qu'ils passent à côté. Oui, peut-être. Becky Lynch, elle est gentille ou elle est méchante? Je sais plus, tu peux me dire? Elle est Stone Cold. Donc, elle est Stone Cold. Elle est twineuse, notre amie Becky, quoi. On sait plus. À force, on sait plus, quoi. Parce que même elle, je crois que c'est même plus ce qu'elle veut au bout d'un moment. Oui. Becky est là. Elle vient discuter un petit peu, faire un petit peu des états du lieu avec son match avec Charlotte qui se profile là, pour les Survivor Series. Ouais, puis elle répond à ce que aux attaques de Charlotte Flair de vendredi à SmackDown. Voilà, elle demandait, mais attends, qui c'est là, cette Becky Lynch? Becky, du coup, elle refait les présentations, elle nous explique qui elle est, toi. Bah, Becky, c'était qui? C'était la meilleure amie de Charlotte. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, elle prenait le thé. Je sais pas si tu te souviens, ça, elle prenait le thé, on va ensemble. On va les voir dans les petits salons de thé de parisiens, là, elle prenait leur petit thé. Elle a toujours été là pour elle a toujours été là elle était l'épaule sur laquelle Charlotte venait pleurer le soir dans les mauvais jours. Il y a des jours, c'est pas toujours facile à la WWE. Je pense qu'il y a des grosses journées, tu rentres gros sur la patate. Et bah Charlotte, elle allait pleurer sur l'épaule réconfortante de l'Irlandaise. Charlotte, finalement, elle était bien contente d'avoir Becky, mais que tu es amie avec Charlotte, que tu as ce lien fort avec Charlotte, il y a une seule condition. C'est que tu sois dans l'ombre de Charlotte. Donc Becky était toujours dans l'ombre de Charlotte. Et le jour où elle a lâché Charlotte, elle s'est retrouvée dans la stratosphère, comme elle le dit. Son succès a commencé à naître à ce moment-là, hein, quand elle s'est séparée de Charlotte, et ça a rendu Charlotte aigrie. Et oui, aigrie, seule, face à ses propres démons. Et je crois qu'elle a un mot, alors qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais plus. Ah oui, je crois qu'elle dit à un moment donné que Charlotte ne savait plus qui elle était, et était complètement... Donc il y a une vraie psychanalyse là du mal-être de Charlotte. Et je pense qu'on touche aussi des petits points de vérité là, qui font mal. Séance de psychanalyse devant 25 000 personnes. Écoute... Elle est interrompue par Liv Morgan. Alors c'est pas facile d'envoyer des petites jeunes comme ça interrompre des twineuses comme Becky Lynch qui se font applaudir, toi. Donc excusez-moi, voilà, je voudrais dire du mal de votre chouchou parce que je suis la petite babyface qu'on essaye de pousser. Donc j'ai bien aimé quand elle est arrivée, vraiment la première phrase qu'elle a dit. Parce que j'ai trouvé que c'était pas mal comme intro. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais quand elle dit qu'elle s'excuse d'interrompre en fait l'étrange petite obsession d'amour et de haine qu'il y a entre Flair et Lynch et qui existe toujours. Et j'ai trouvé que c'était pertinent, tu vois, que ça la faisait rentrer dans le game de manière douce et de manière pertinente. Donc ça, c'était pas mal joué. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'était une bonne. C'est pas toujours facile d'interrompre. Ouais, parce que là, on parle quand même de la rivalité entre les deux plus grandes femmes de la WWE dans ce 21e siècle, quoi. Becky Lynch, Charlotte Flair, voilà, quoi. C'est les deux patronnes du game, je pense, là, sans hésitation. Et donc, pour Liv Morgan, pas simple d'arriver dans ce bordel.
Becky, elle a une petite vidéo là qu'elle nous remonte de Liv Morgan qui annonçait il y a 4 mois, je crois, qu'elle allait devenir Ouais, championne et tout. Bref, ouais, cheap, c'était cheap. naze. Elle, Becky, elle est arrivée, elle a gagné le titre en 26 secondes. Liv Morgan, elle a rien foutu. Donc Liv Morgan n'est pas contente. Elle dit que Big Time Bitch, voilà, hein, c'est le bitch. On n'a pas notre bitch une fois. Ça se cherche et Liv Morgan, elle provoque une dernière fois Becky Lynch en tenant le titre entre ses mains comme ça et elle lui rend quand même gentiment la ceinture parce que bon, quand même Becky Lynch, elle veut pas trop avoir d'ennui. Ah, qu'est-ce que tu as pensé de cette double Oh, promo là? bon, je t'ai déjà à peu près tout dit en fait, Ouais, donc non, écoute, moi je trouve que c'était assez solide. Je trouve que l'affiche est belle. On reparlera du line-up des Survivor Series, mais qui est établi en fait. ouais. Mais franchement, je trouve que l'affiche est très belle. Ce Becky Charlotte, ça va être un moment assez fort, je pense, durant le pay-per-view. Surtout dans la position dans laquelle sont les deux à l'heure actuelle et avec tout ce qui se passe autour. Enfin bref, il y a vraiment un vrai décorum en fait, si tu veux, pour ce match. Et je trouve que c'est bien pour la hype. Donc j'ai bien aimé comment les deux se sont adressés l'une à l'autre par show interposé. Et puis finalement, cette petite Liv Morgan, et bah écoute, cette petite John là de 27 ans là, et bah elle est en train de faire son chemin. J'ai trouvé qu'elle avait fait un truc assez sympa au niveau du cosplay là. En plus, ce rouge flashy là, Monday Night Raw, tout ça, c'est bien. Je trouve que c'est, tu vois, elle est raccord. Et donc du coup, j'ai pas beaucoup de mal à en dire. Le seul petit truc peut-être, allez, la petite réticence avec Liv Morgan, c'est que pour moi, elle est encore un peu green dans le ring et qu'il aurait peut-être fallu qu'elle ait un peu quelques trucs de transition justement un peu avant de s'attaquer au main eventer. Mais peut-être que les plans de la WWE, c'est que tout simplement Liv Morgan elle-même est une transition aussi. Donc parce qu'il y a du lourd hein, dans la division féminine et à NXT il y a du lourd qui arrive quoi et quand ça va monter ça va faire du dégât là-dedans quoi. Ouais. Je suis toujours un petit peu partagé, moi, entre effectivement ces rookies qu'on envoie challenger des champions un peu sortis de nulle part quasiment, même si, voilà, Liv Morgan, on la voit, hein, de temps en temps, elle est là. Mais après, il y a tellement des grosses stars autour, tu te dis, mais enfin, quelle est la légitimité de ces rookies d'aller, toi, défier des champions? Euh, Toi, il y a pas, il y a, Ah, difficile à vraiment. Liv Morgan, je pense que c'est une jeune de son temps et qui est assez maligne et qui gère bien sa carrière et en particulier qui gère très bien les réseaux sociaux et tu vois et toute sa com et qui du coup un peu à l'instar d'Alexa Bliss, est devenue très très populaire Ouais. et plus populaire finalement grâce à ce qu'elle fait autour du catch que ce qu'elle fait finalement véritablement entre les cordes. Après, elle est encore très jeune, donc si tu veux, et ça fait quand même mine de rien quelques années qu'elle est dans le roster là avec le Riot Squad et tout ça. Et je trouve qu'elle gère pas si mal sa barque et puis que pour une jeune comme ça, finalement, tu vois, petit à petit, elle fait son nid, la Liv Morgan quand même. Ouais, c'est très bien, comme tu dis. En plus, ça fait des challengers de transition pour les champions. Ça évite de balancer non, aussi tout le temps des main eventers directs. Ça permet aussi Et puis de pas bah faire de... trop perdre justement un peu les têtes d'affiche, tu vois. Ça C'est serait ça. emmerdant d'avoir une Bianca Belair qui se retrouverait dans une losing streak ou quelque chose comme ça, Ouais. tu vois quoi. Donc grâce à des catcheurs comme Liv Morgan ou d'autres, parce qu'il y a plein d'exemples dans le catch professionnel. Et grâce à des passages comme ça avec des storylines avec des catcheurs comme ça permet aussi de garder tes main eventers au chaud et toujours fort sur les appuis. Et les appuis, c'est important. C'est la catchphrase, c'est le message que l'Alpha Academy fait passer à ses élèves. Tu le savais Ouais. ça? Ah ouais, Fort sur les appuis. C'est en gros, hein, c'est à l'entrée du dojo. exactement. Pourquoi je parle parce que ce soir ils ont un match contre les Street Profits juste après une petite séance backstage entre Randy Orton et Riddle là qui Riddle est toujours à côté de la plaque là et Randy Orton je suis en train de se dire mais qu'est-ce que je fais encore avec ce type? Je t'aime bien mais tu comprends vraiment rien. Les Street Profits face à Alpha Academy. Écoute, pas grand-chose à signaler sur un match qu'on a déjà vu hein, puisqu'ils s'étaient croisés pas mal à SmackDown tous ces gens-là. Donc rien de nouveau à part que c'est au show rouge, c'est la grosse nouveauté. Hein. Maintenant, ils s'affrontent à Monday Night Et Raw. puis il y a toujours l'excitation de savoir si Montesfort va mourir sur le ring en direct live à la télévision américaine. Parce que lui, à chaque fois, entre ses sauts du turnbuckle, à l'extérieur, à l'intérieur,
J'ai toujours l'impression qu'il va, tu sais, se disloquer en l'air quand il balance son frog splash, qui fait Oui. 3 mètres de haut. C'est incroyable, ce mec, quoi. Ah ouais. Bah écoute, voilà, il faut se faire à l'idée que Montesford est un autre, fait partie Ils ont d'une délivré race humaine assez à part. Ouais, exactement. C'est un être à part, fait d'une autre matière que nous autres, faibles petits humains. Mais ils ont délivré un match un peu solide, hein, parce que je me rappelais pas qu'ils avaient Oui. eu droit à un match aussi long, parce qu'ils ont eu plus de 11 minutes. Et je me rappelais pas les avoir vus se livrer autant, quoi, tu vois, quoi. Donc, et Chuck Gable et Otis, Otis, lui, il a un rôle quand même assez peinard, hein. Il grogne, et, euh, et c'est Chad Gable qui se charge un peu. Ouais, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais Ouais. c'était plutôt assez solide, quoi. Là, c'est la mid-card de la division tag team, mais même si les Street Profits quand même restent des challengers très dangereux pour les ceintures, quoi qu'il en soit. Voilà, donc on a eu d'un côté Gable qui essaie de garder un petit peu le match au sol, hein. C'est des lutteurs, hein, après tout. Et lui, Montesford, à l'inverse, il voulait faire décoller le match, littéralement. Donc ça a donné quand même des passes d'armes plutôt sympas, avec voilà quelques tags habituels, hein, avec ses équipes. Otis, effectivement, qui résiste, parce que je crois à un moment donné, Ford il lui met 4 close line et le bonhomme il bouge pas. Donc c'était assez marrant. Dawkins qui fait le tag, lui aussi c'est toujours marrant que ce soit lui qui ait récupéré ça. Et à la fin, eh ben ce sont les gentils qui gagnent. Attends, non, oui c'est ça, oui. Oui, oui. Attends, oui, pardon, oui parce qu'il y a un Gable qui saute, je crois du turnbuckle et qui se fait Et qui se fait choper, ouais. choper Ouais. pour la victoire des Street Profits, tout simplement. Donc un match classique mais solide sur les appuis comme Tonton aime. Exactement, ouais, c'était de la mid-card à la cool, c'était pas, tu vois, c'était ni trop long ni trop court, c'était plutôt sympa, les quatre mecs se sont bien envoyés, donc j'ai pas de mal à dire sur ce match particulièrement. Puis j'aime bien les Street Profits. Les Alpha Academy, moi je reste juste un peu dans l'expectative, quoi. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire de ces deux-là. Et finalement, ils vivotent entre SmackDown et Monday Night Raw. Ils ont du temps d'antenne, mais ça va pas plus loin. Je me rappelle pas d'avoir vu un shot des Alpha Academy, tu vois, pour la Ouais, c'est ceinture ça le par problème. exemple. Je me rappelle pas de ce genre de choses. C'est ce qui Ils ont, manque, Tonton. C'est ce qui manque. Il manque, il faut envoyer. Là, il faut se décider, qu'ils choisissent une équipe et qu'ils l'envoient en challenger. un peu là, Ouais. parce que là, il y a personne pour. C'est clairement pour le RK Brawl en ce moment, c'est un peu le désert. Alors qu'en fait, il y a des équipes. Ça, Mais tu dis, il y a personne. En fait, il y a du monde, mais il y a ouais, personne. ouais, c'est assez étrange comme situation. Mais bon. On a une division d'équipes bien garnie avec des vrais superstars et des vraies équipes qui fonctionnent bien, qui nous délivrent chaque semaine des super matchs. Mais il y a pas d'élus. On n'envoie pas quelqu'un aller chercher les RK Bro ou alors c'est tout le temps les mêmes. On tourne autour du pot avec AJ Styles et Homos par exemple, tu vois. Ouais, exactement. Ou alors ils sont inclus dans d'autres rivalités et ne défendent pas forcément leur titre. Là, moi je veux voir, par exemple, je veux voir Gable et Otis aller avoir un title shot, toi. Donc là, il faudrait qu'ils gagnent 2-3 gros matchs. Peut-être pas face à Montesford et Dawkins, je ne sais pas, ou alors dans d'autres configurations, mais aller chercher, t'envoies voilà, ces gens-là, aller un petit peu provoquer être challenger. Donc voilà. Que tout ça, c'est dommage. Ils font un bon travail pour construire ces équipes-là, mais derrière, Après, c'est une division qui va s'ouvrir à Raw parce que fatalement, les RK Bro ils se sépareront, donc et il y aura à souvent l'occasion. une Ouais. rivalité, etc. Je pense pas que ça va durer encore et encore et encore, si tu veux. Un mec comme Randy Orton, vu la stature qu'il a au sein du roster et au sein de la compagnie, de toute façon, il fera un peu ce qu'il voudra. Donc quand il en aura marre des tag teams, il dira bon bah voilà, moi je retourne en solo. Ça va chier. Et, mais donc, à partir de ce moment-là, quand cette team sera plus là, il y aura effectivement peut-être pas mal d'ouverture, quoi. Ouais. On quitte la division par équipe et on retourne à la division féminine. On a eu 2 matchs qui ont suivi ça, 2 matchs courts comme tu les aimes. Le premier, alors je reviendrai sur ce qui s'est passé backstage, hein. Il s'est passé des choses backstage, mais ça se revient un peu plus tard pour le main event. Nikki Ash affrontait la reine Zelina avec Rhea Ripley et Carmella qui étaient ringside. Écoute, c'est un match qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'une distraction de Carmella a permis à la reine
de placer son code red, donc son finish, sur ma pauvre copine Nikki là qui voit une fois de plus ses rêves s'envoler en moins de 3 minutes. J'ai pensé à toi, je me suis bien dit que ton petit cœur a dû saigner quoi. En plus dans une espèce de truc de moins de 3 minutes, donc c'était pas folichon cette affaire. Le deuxième match était Rhea Ripley contre Carmella, qui a duré un tout petit peu plus longtemps et qui a vu la victoire de Rhea Ripley, qui a pu placer son Riptide pour la victoire face à Carmella. Et post-match, Vega dit que c'est pas très grave, puisque Carmella et Carmella et Zelina Vega sont toutes les deux dans la team Raw. Tonton du coup, tu me mets un doute. Ah ouais, tiens, hop là. Fact-checking, peuple de catch-up. Puisque voilà, Zelina Vega dit tout simplement qu'elles vont gagner Survivor Series. Leur équipe va gagner, l'équipe de Raw va gagner. Bon, rien à dire, hein, à vrai dire, à part sur cette division féminine là qui. Et c'est nous qu'on va gagner. C'est nous on a perdu, mais c'est nous qu'on va gagner. Voilà. Ça qu'il faut dire. C'est ça. Ouais. Bon, écoute, c'était 2 matchs sans intérêt. 1 minute de plus pour le match de Rhea Ripley. Au moins, on va dire que Zelina et Carmella elles obtiennent de la hit. C'est déjà ça pour des heals. Et puis voilà, il y a pas grand chose à en dire. Hein. Alors à la fin, il y a cette espèce de trifouillage de la psyché de Nikki, hein, puisque Vega a fait une promo un peu pour enfoncer la pauvre Nikki qui sanglote un peu sur le ring. Hein. Voilà, Nikki restera à la maison avec les perdants parce qu'elle fait pas partie de l'équipe d'Euro. Nikki, hein, c'est un peu l'oublié de cet elimination match féminin. Donc voilà, c'était un petit peu le passage un peu triste et où Zelina Vega s'en est bien sortie, j'ai trouvé, parce que justement là, elle a obtenu une hit comme il fallait. C'était Nikki qui, j'étais un peu déçu que voilà, ça soit elle qui prenne sur ce truc-là et puis qu'on la fasse passer un peu pour la pauvre loseuse quoi, tu vois quoi. Donc c'est pour ça, c'est là que j'ai pensé au patron et je me suis dit il doit y avoir tristesse dans la chaumière du IRM. Ouais, mais ça va, ça. Je repense à tous les bons moments passés avec elle et voilà, je sais, voilà. Ça, ils pourront pas nous l'enlever. Non, ils pourront pas, non, je pense pas. Bon, allez, on continue cette fois-ci. Gros match qui aurait même pu être le main event. Ouais. Puisque Finn Balor affronte Kevin Owens. Alors, Finn Balor, il allait chercher un peu des noises à Kevin Owens backstage. Elle a un petit peu le provoqué. Et du coup, les deux hommes se retrouvent en face à face ce soir. Dans un match qui nous rappelle aussi les beaux jours d'NXT. Donc un match, écoute, un super match intense entre le prince démon et le mangeur de pancakes, avec voilà un gros rythme et surtout un Kevin Owens qui est de plus en plus agressif. Il place un énorme crossbody notamment sur Finn Balor avec un gros slam derrière. Ça se finit en dehors du ring avec Balor qui place un gros dropkick sur Kevin Owens contre les barricades d'insécurité et Kevin Owens qui va éviter le coup de grâce et qui va placer une grosse powerbomb suivie d'un stunner pour la victoire. Un match qui a dû être assez long, moi il m'a paru assez long ce match. Bien costaud et qui aurait pu, comme je l'ai dit, être le main event de ce soir. Ah, complètement, ouais, c'était Kevin Owens, en plus il les a un peu collectionnés à Monday Night Raw ces dernières semaines là, donc ça aurait pas été fou. 2 anciens champions NXT, 2 anciens champions universels, le line-up est joli ma foi, un match pas loin de 13 minutes, 12 minutes 20 exactement. Et puis avec cette victoire presque inattendue, parce que moi j'aurais plutôt au début de combat mis une pièce sur Finn Balor bizarrement. Et en plus j'ai bien aimé le finish quoi, un vrai finish quoi, avec un truc clean, vraiment un truc sympa. Donc et puis même le petit segment qu'il y a entre eux deux juste avant le combat, etc. est sympa. Enfin bref, tout le segment est réussi, le match est réussi, du beau catch. Donc là, mission accomplished. Ouais, donc ces deux hommes qui font partie de la même équipe. Hein. Donc voilà. Oui. En plus, ça va avoir un rôle aussi important. La Team Raw, jusqu'à ce moment-là, la Team Raw a une belle gueule de All-Star Team quoi chez les hommes. Hein. Pour moi, mon favori d'ailleurs, c'était la Team Raw jusqu'à présent, pour ces Survivor Series. Mais le show n'est pas fini.
Mais voilà, comme je le dis, ce n'était pas le main event. Mais avant d'arriver au vrai main event, on parlait de la division tag team. J'aurais pu d'ailleurs mettre ces deux séquences ensemble. AJ Styles et Omos ne sont pas contents puisqu'ils ont un match ce soir. Enfin, ils en ont après Robert Roode et Dolph Ziggler. Omos déteste Robert Roode et Dolph Ziggler. C'est une épine dans le pied pour le grand Omos. Et donc, ils ont un match ce soir entre ces deux équipes. C'est Omos qui commence et qui va attaquer Robert Roode. Et le pauvre Robert Roode on voit sa vie défiler assez rapidement. Il est balancé dans les coins, il se prend des gros coups d'avant-bras. Il reste plus que Ziggler et Omos soulève Dolph Ziggler et le balance au sol. Je sais pas, il devait être à 3 mètres au-dessus du sol, qu'il a été lâché par Omos. Et AJ Styles place son phénoménal forearm. Voilà, un squash, terminé, emballé, c'est pesé pour ces deux équipes. Pas grand-chose à dire, je pense, là-dessus. Qu'est-ce que tu penses d'Omos? Il est bien géré, Omos? Alors c'est assez marrant, hein, parce que le match n'a duré que 3 minutes 20, effectivement. Et quand même, le petit truc à noter, c'est que AJ Styles ne catchera pas en fait pendant ces 3 minutes 20. Il ne posera que son phénoménal forearm pour le finish. C'est assez fou. Et par contre, je sais pas pourquoi, mais Omos ce coup-ci m'a fait une plus forte impression que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Est-ce que vraiment les Dirty Dogs arrivent à tellement sceller le truc que ça me l'a rendu encore plus gigantesque que d'habitude? Il y a quand même, n'oublie pas que dans les Dirty Dogs, il y a un certain Dolph Ziggler. Et ouais, bien sûr. Et je vais te dire, je vais même aller plus loin. On avait un petit débat tout à l'heure sur la Tag Team Division, mais les Dirty Dogs pour moi restent mais totalement crédibles, tu vois quoi, en équipe avec les ceintures à Monday Nitro et tout ça quoi. Moi je les kiffe hein, les deux, hein, les deux vétérans là. Moi je suis franchement j'ai que du bien à dire. Ils remplissent leur job de heel à perfection. Ils mettent en valeur tout le monde. C'est franchement ils se font une fin de carrière aux petits oignons mine de rien tous les deux quoi. Hein. Et en plus on sent qu'ils kiffent tous les deux dans leur tenue. Ils ont jamais la même tenue. Ils ont toujours... Alors le truc que par contre que je leur reproche, c'est d'avoir bouleversé leur thème d'entrée et une espèce de musique dégueulasse là où on a mixé le thème song de Ziggler et celui de Robert Roode et ça donne un truc dégueulasse je trouve. Alors ça par contre j'aime pas du tout. Mais par contre pour le reste moi je suis convaincu par ces deux-là. Et puis AJ Styles est dans un bon gros rôle d'enfoiré. C'était étrange comme match finalement. On avait des heels face à des heels presque. Et AJ Styles est vraiment un enfoiré absolu quoi qu'il fasse quoi. Jusqu'au bout. Même quand il est sympa, c'est un enfoiré. Ouais, c'est dingue quoi. J'ai revu il y a quelques temps là, j'ai revu quelques matchs de lui à ses débuts à la TNA etc. J'avais vu à longtemps après parce que je l'avais raté tu sais comment on appelle ça sur le network là les Chronicles, voilà je cherchais. Les Chronicles ou 24 là je sais plus c'était quoi qui lui était consacré à lui mais il y a un bail hein, il y a plusieurs mois de ça quoi mais ça s'était passé sous mon radar. Et donc du coup j'ai pu voir ça et vraiment ce type a une carrière incroyable et je me demande s'il va pas finir sa carrière à la WWE. Hein. J'ai l'impression qu'il est devenu corporate en plus. Mais si, alors là pour moi il y a zéro doute. Hein. Il y a zéro doute qu'il va finir sa carrière à WWE. Dans ce Chronicle, d'ailleurs, j'ai vu qu'il participait activement à tout un tas d'œuvres de charité, de machin, de la WWE, tout un tas d'actions liées aussi au niveau des jeux vidéo, etc. Parce que c'est un énorme fan de jeux vidéo et un peu dans la mouvance de Xavier Woods. Et apparemment, il est intégré dans tout un tas de programmes de la boîte, quoi. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment devenu corporate AJ, quoi. Non, c'est très très bien. Et là, tu dis, ils font un excellent boulot. C'est vrai que finalement, là, on avait 3 vétérans au service d'Omos. Au service d'Omos qui a eu droit à faire un match en entier, ce qui était un peu la petite nouveauté cette semaine. Ouais. Et toujours pour parler de la TNA et un peu de l'impact de ça avec, c'est le cas de le dire, avec AJ Styles, c'est tu sais que dans les coulisses de SmackDown, de Raw, etc. Actuellement, il y a 2 mecs qui sont en fait 2 anciens de la TNA et pas n'importe lesquels parce qu'il y a t'as Lex Abyss qui est donc Booker et un gars qui est un peu plus peut-être surprenant pour certains, c'est Pete Williams qui apparemment en plus a des bons retours et s'occupe beaucoup du booking des main events.
Et Pete Williams, en fait, c'était un catcheur cruiserweight de la TNA, quoi, tu vois. Et je crois qu'il y a eu son heure de gloire, qui a dû être champion X Division, fact-checking, catch-up. Mais dans mes souvenirs, il me semble ça, et qui a arrêté sa carrière de catcheur assez prématurément, et qui est tombé dans les radars de la WWE, qui est tout de suite rentré dans la production, qui est donc un booker maintenant établi, et qui bosse dans le vaisseau amiral, hein, mon cher ami. Hein, et ça a l'air de bien se passer pour ce gars-là. Donc, et il connaît... Évidemment, Abyss et Pete Williams sont évidemment de bons amis à qui? À AJ Styles. La boucle est bouclée. Et voilà. Bon, il a été quand même membre de 3 factions, ce Pete Williams. La Oui. Team Canada. Oui, la Team Canada, tout à fait, je me souviens de la Team Canada. Frontline et Planet Jarrett. Oh là, Planet Jarrett, ça devait être très 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 laid. Ouais, pas de joli à voir cette faction. Oh non. Non, Je suis content de pas. Par contre, la Team Canada, j'ai connu ça. Mais ah ouais, non, mais donc c'est assez intéressant. Et là, en fait, depuis quelques temps, Fightful Wrestling pour les aficionados, si vous voulez un peu plus d'informations et savoir d'où le tonton, des fois il sort des trucs comme ça, mais c'est que Fightful Wrestling en fait publie toutes les semaines les bookers de Raw et de SmackDown dorénavant. Et c'est très intéressant quoi de voir les gars, par exemple Tyson Kidd est le booker en chef, on va dire, de la division féminine. Tout à fait. Et plusieurs autres comme ça qui sont des noms assez connus ou pas parfois, qui s'occupent comme ça. Michael Hayes évidemment est toujours là, Bruce Pritchard et compagnie, ils sont tous. Et puis il y a Vince hein, qui trône hein, sur son gros trône, préféré. ouais, sur son gros trône en pile de dollars là. Et bien sûr, hein, ne l'oublions jamais. Hein. Puis il y a Triple H, mais Triple H il est toujours en convalescence. Donc pour l'instant. Oui, il y a la valve cardiaque de Triple H peut-être qui est là, mais sinon à part ça, pauvre, on lui souhaite de beaucoup de repos. La Triple H, c'est pas une année pas facile pour lui là. Hein. Exactement, ouais. 2021 aura été compliqué pour Triple H. Quoi. Ouais. Bon allez, on revient au show rouge. Au show rouge. Attends, il y avait une dernière info juste que je voulais donner sur Randy Orton. Sur Randy Orton. Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter encore? Non, Randy Orton, pas un truc de Twitter, c'est un record là pour Randy Orton, qui a été annoncé pendant le Raw, pendant le tag team match, mais c'est passé un peu au travers et ça a été repris après sur les sites d'infos. Mais c'est que Randy Orton vient de battre un record extrêmement important. Il va pas le battre pour l'instant, il est à égalité. Randy Orton est tout simplement sur le point, mon bon patron, de battre le record du plus grand nombre d'apparitions dans des pay-per-view de la WWE, WWF comprise. C'est énorme. Il en est actuellement à 176 matchs de pay-per-view. Tu sais à qui il est à égalité? Tu sais qui c'est qui trônait à ce classement WWF? Ouais. Tout compris. WWF, le mec qui avait le plus d'apparitions au pay-per-view, le plus de matchs. Pas la WCW. Non. Triple H? Eh ben non, je te donne qu'une seule chance parce qu'on est à l'antenne, on est en direct, on n'a pas le temps, mais c'était Kane avec 176 matchs. Oui, et donc, oui. Randy Orton l'a égalé et donc au Survivor Series, Randy Orton va devenir le premier à être à 177 matchs de pay-per-view. Et pour te donner juste la suite, le troisième, ça sera l'Undertaker qui est avec 174, Triple H avec 173, John Cena Giscard avec 163, Chris Jericho 144, hein, Chris Jericho et pourtant avec toutes ses absences, son départ et tout. Le Big Show 142, Edge, mon bon Géliel, 135, le Miz 121 et le dernier qui complète le top 10, c'est le Kofi Kingston, mon patron, avec 117 apparitions en pay-per-view. SOS voilà, on Kofi. est complet. Voilà, bah ça c'est voilà les hommes forts de la WWE, même si entre temps il y en a un qui allait faire monter sa boîte ailleurs, mais voilà, qui fait des croisières de catch et tout, qui monte son business. Mais effectivement, bah, c'est une belle liste. Et Randy Orton, tout en haut de cette liste, c'est logique. De liste. Et t'as l'impression qu'il va pouvoir la doubler encore, quoi. Il a l'air ouais, c'est ça qui est dingue avec Randy Orton, hein. C'est sa longévité aussi, hein. Et puis la shape dans laquelle il est. Donc, on se dit que, là, 177 matchs, il va peut-être finir sa carrière avec un truc entre 250, peut-être même. Qui sait? 250, c'est quand tu vois un Goldberg ou un Undertaker, tu te dis que si Randy Orton il continue comme ça, tu te rends compte, l'Undertaker on a fait 174 quand même, hein. C'est pas de la rigolade, hein. Malgré ses plannings de Père Noël pendant plusieurs années. Donc donc tu te dis que Randy Orton il peut mettre la statistique très très haut. On en reparlera d'une autre statistique tout à l'heure, mais je la garde pour le plaisir. Il est venu avec des chiffres, il est venu avec des fiches. Aujourd'hui j'ai fait les fiches. Ah, c'est bien. Bon, écoute, j'espère que c'est une belle fiche pour le vrai main event de ce soir. Puisque, après quelques petites séquences backstage, Rey Mysterio se retrouve à affronter Bobby Lashley.
Je sais même plus comment tout ça, ce main event a été monté. Bon, il a détruit Dominique la semaine dernière. Donc là, ce soir, il peut faire la même chose avec le paternel. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Dominique est là, aux abords du ring. Bobby Lashley, voilà, déroule toute sa puissance sur Rey Mysterio. Mais Rey Mysterio, il est petit, il est agile. Alors, il saute dans tous les sens, il glisse. À droite, à gauche, fait des sentons et tout. Il commence un petit peu à en avoir marre. Dominique fait un peu des distractions. Et du coup, Mysterio, Ray, il en profite un petit peu. J'adore dire Ray. Pour assommer Bobby Lashley, ça fait toujours marrer. Je rigole, parce que ça fait toujours marrer quand t'as des catcheurs qui l'appellent Ray comme ça de nulle part, surtout quand c'est Brock Lesnar. Fin de la parenthèse. Il place un 619. Alors, il y a eu des petites approximations comme dans ce match. Bobby Lashley, Ouais. 619, ça a glissé, les 619, ils glissent. Ouais, c'était pas très très joli tout le temps. Mais bon, c'est quand même des vétérans. Ils arrivent un petit peu à retomber sur leurs pattes. Alors, ce match, il est regardé non pas par les millions et les millions de spectateurs du WWE Universe, mais également par Adam Pearce, qui sur son petit écran, là, il regarde le match avec beaucoup d'intérêt, vu ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal de changements avec les Survivor Series qui arrivent. Alors, Ray, lui, il évite une grosse close line. Bobby Lashley finit par se bouffer le 619, mais Bobby Lashley place son Hurt Lock à la fin pour l'abandon de Rey Mysterio, et donc la victoire du Robert Lashley. Victoire du Robert Lashley. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dominique voit Bobby Lashley faire souffrir. Voilà, il garde, c'est ça, il se déchaîne sur son père. Et Adam Pearce débarque, il a un microphone, il dit ouais, c'est quoi ce bordel là, Rey Mysterio, t'es une grosse daube, allez, moi je veux que la crème de la crème pour mon équipe de Raw au Survivor Series, donc t'es viré de l'équipe. Ok, bien. Je nomme un remplaçant plus tard. Le plus tard il dure pas longtemps puisque Austin Theory débarque et s'attaque à Dominique, il veut prendre son selfie et Adam Pearce il voit ça et ça lui plaît. Il aime la jeunesse, il aime la fougue, il aime tout ce que représente Austin Theory, et il dit Austin Theory rejoint l'équipe Raw pour les Survivor Series. Et c'est comme ça que se termine ce show. Et là, je sens, mon tonton, que tu as des choses à dire. Oh là 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 là, c'est comme ça que se termine ce show. Tu as tout dit, quoi. Non, mais alors là, non, j'étais atterré. Alors, je vais revenir en arrière sur le main event en lui-même, sur un match de quasiment 12 minutes entre deux, encore une fois, un beau line-up, encore une fois, du Star Power, quoi. Je veux dire, tu termines ton Raw avec un petit Bobinator versus le Roi Mystère, et ça a de la gueule, quoi. Tu vois, j'étais plutôt content du main event, en fait. Et absolument pas, mais alors, pour le coup, totalement surpris, puisque absolument pas, je n'aurais pu attendre un seul instant qu'on allait se priver du plus grand luchador de l'histoire pour les Survivor Series, pour un segment que j'ai trouvé mais complètement con. Et alors, je jette même pas la pierre à Austin Theory pour dire qu'il mérite, il mérite pas, j'en sais rien, je m'en fous en fait. C'est juste que là, on regarde d'un côté Ray et puis on regarde Austin Theory, et sur ce qu'a fait Rey Mysterio et l'année qu'a fait Austin Theory dans le roster, je veux dire, Ray juste sur ça, sans même prendre en compte son palmarès, il devait être dans l'équipe de Monday Night Raw, et l'équipe de Monday Night Raw avec lui, c'était une vraie team, All-Star team. Et là, tout d'un coup, on met Austin Theory, on met un rookie. Ah non, mais pourquoi vous avez fait ça, les gars là? Pourquoi vous avez fait ça, quoi? Et puis j'ai trouvé ça mal fait, mal goupillé, tu vois. Enfin bref, il y a rien ne m'a plu sur cette fin de show. J'ai trouvé Pierce mais con à un point, quoi. Mais vraiment, alors là, il m'a déçu dans les promos avec Biggie, il m'a déçu sur ce finish de ce Monday Night Raw. Je ne comprends pas, et là j'attends tes lumières, parce que là franchement, moi je n'ai pas compris ce qui s'est passé, et ce retrait de Rey Mysterio des Survivor Series, je trouve ça pathétique. Carton rouge, la WWE pour moi. Alors là, en plus finir Monday Night Raw là-dessus, ah non, le coup de massue, quoi. Ouais, je sais pas, il doit y avoir une petite appadicite ou un anniversaire d'un de ses neveux, là, Rey Mysterio, qui tombe le jour de Survivor Series, parce qu'il y a aucune raison de se priver de
voilà, de cette star, quoi. Hein, et surtout, qu'est-ce que c'est mal amené, quoi. Enfin, Ah ouais, c'est là, en catastrophique. 2 semaines, on passe du Adam Pearce, ah ouais, moi je veux le meilleur du meilleur, je veux que de l'ancien champion, je veux gagner. Ah ouais, Ça n'a d'accord. aucun sens. Et 2 semaines après, non mais les Mysterio là, vous me cassez les couilles, je vous retire de l'affiche, et puis je vous remplace. Alors, autant ok, Bobby Lashley, ouais, d'accord. Ok, pourquoi Bien pas. sûr. Qui vire Dominique, moi, ça me choquait pas. Et à Ah la non, au rigueur, contraire, au contraire. qu'on garde la rivalité de low mid-card entre Dominique et Austin Theory pour lancer un peu les deux jeunes, allons-y, pourquoi pas. Mais là, et comme tu l'as justement dit, là, ils avaient dit tout le contraire. Il faut des champions, il faut du star power, il faut que l'équipe de Raw, ça soit une machine de guerre, et on nous enlève Ray Ray. Non mais sérieux, c'est quoi cette affaire? Ouais, c'est pas sérieux, justement. C'est une affaire non sérieuse. C'est une affaire non sérieuse. On veut pas gagner. Raw ne veut pas gagner. Raw ne veut pas gagner. Alors, Non, après mais nous écoute, avoir balancé ouais, le c'est bien. booking, après nous avoir balancé les line-up des équipes sur Twitter des Survivor Series, maintenant on nous retire un par un les mecs de la team, quoi. Non mais vraiment incompréhensible la WWE, voilà. Ce qu'ils font avec ce booking, ils font du rétro-engineering. C'est-à-dire, effectivement, on part du résultat final et on rétro-pédale pour essayer de trouver un moyen de comment on en est arrivé là. Et du coup, c'est vrai, on nous a annoncé ça sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'était une honte absolue. Après, du coup, bah, les mecs se sont dit, ah bah merde, il va falloir maintenant faire de la storyline. Il nous reste 3 semaines avant le pay-per-view. C'est con, on aurait pu utiliser ces 3 semaines pour booker les équipes plutôt que balancer les réseaux sociaux. Mais tu comprends, on vit dans un monde où tout se passe sur les réseaux sociaux, donc il faut être trending topic pour le booking des Survivor Series. Et maintenant, on se retrouve effectivement avec c'était complètement con, hein, finalement, parce qu'ils avaient leur booking avec oui, les champions qui étaient voilà, faire venir que des anciens champions pour aller assurer la victoire, c'était tout à fait logique. Mais voilà, là, on tombe bien bas et puis de toute façon, c'est pseudo général manager qui sont pas vraiment des général managers, c'est une vaste blague. Encore plus aujourd'hui, on les intègre dans des espèces de rivalités qui sont inintéressantes avec des alignements complètement foireux. Voilà, c'est bidon. Franchement, c'est bidon. À la limite, ce qu'aurait pu faire, c'est que Austin Theory attaque Rey Mysterio ou j'en sais rien. Enfin, il aurait fallu construire ça un petit peu différemment, toi. Pas cette blague là de, 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 d'Adam Pearce qui arrive et qui fait oh bah Rey Mysterio en fait je sais plus j'ai plus trop envie que tu sois dans l'équipe plus sûr d'avoir envie de gagner Ouais, alors attends je te c'est retire. ridicule. Ah, Ah, naze donc ouais. bah, un carton rouge Ah mais bah ouais, oui, clairement. Alors là, clairement. zéro zéro zéro. Déjà que Ouais. j'étais chafouin de l'annonce du line-up des Elimination Match, tu vois, sur Ouais, Internet. franchement. Donc là, je t'avoue que là, assister à ce truc-là lundi soir, en clôture de show en plus, oh, 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 parce qu'à la rigueur, on aurait pu faire l'opener avec ça. Peut-être que je l'aurais mieux digéré, tu vois, Ouais. sur la suite de la carte. Mais là, on a terminé le show avec ça. Wow. Ouais, le Gomme Show qui s'est mis sur la tronche d'Austin Theory, qui vient trop content d'avoir rejoint, pardon, la Team Raw, c'était un petit peu, ouais, c'était pas très excitant. C'était pas très excitant. Donc ouais, ils auraient pu mettre ça en opener ou en milieu et ça aurait été bien. Enfin, ça aurait été bien. Ça serait plus passé, plus acceptable. Bon bah du coup, ça va se payer cher là. Hein. Ça va se payer cher ça. Ah ouais, hein. Dans ce, Va dans ce faire- mot de la fin, mon tonton. Donc si tu veux bien nous partager ton top, ton flop, même si on l'a peut-être déjà deviné, et ta note s'il te plaît pour ce show rouge. Ouais, bah oui, hein, tout ça, hein, fatalement, ça va faire perdre de l'étoile. Bah écoute, mon flop, hein, sans surprise, les amis, vous venez d'écouter tout ça. C'est clairement la fin de ce show. Ce booking complètement catastrophique, cette éviction de Rey Mysterio. Vraiment, là, je ne comprends pas. J'aurais presque envie d'y joindre en fait le flop général sur le booking des Survivor Series, qui aura été cette année particulièrement pitoyable. Et vraiment là, je suis vraiment pas content vers la WWE. Je l'ai déjà dit là j'étais pas là la semaine dernière, mais déjà sur ce qui se passait il y a 2-3 semaines. Là vraiment, puis je n'en revenais pas. Hein, sur vraiment l'histoire des réseaux sociaux et tout ça, pour moi, c'est une catastrophe ça. Là, c'est plus du catch, on n'est plus dans le catch, quoi. Là, pour moi, là, on est passé à autre chose, et ça, c'est pas quelque chose qui est fait pour me plaire. Et donc vraiment, c'était catastrophique. Terminer le show de cette manière-là, avec un goût amer dans la bouche, en me disant, mais vraiment, c'était de la merde. J'ai vraiment terminé ça comme ça. Moi, qui suis quand même un fan hardcore de la WWE, quoi. Donc, quand je termine comme ça, c'est que c'est pas bon du tout.
Mon top, je vais le donner au trios match que moi j'ai kiffé à fond. Voilà, c'est presque 20 minutes de match. Si on compte d'ailleurs les 3 minutes, oui, effectivement, ça fait plus de 20 minutes de catch avec que du feu d'artifice, là, que du lourd, là, les Uso, Seth Rollins, etc. Là, j'étais dedans à fond. Et vraiment, j'ai trouvé ça assez génial. J'aurais préféré avoir ça en main event, tu vois, que avoir ce qu'on a eu à la fin de ce Monday Night Raw. Et puis, bah, ma note, écoute, elle aurait peut-être été pas si mal que ça, ma note. Même si les segments féminins étaient faibles, qu'il y avait plusieurs faiblesses quand même de ce Monday Night Raw, c'était pas la folie. Mais c'est un Monday Night Raw auquel j'aurais pu donner 3, quoi, par exemple, quoi. Mais vraiment, la fin m'a tellement mis en colère, le tonton Ketchup. Alors, du coup, je vais lui mettre un 2,5 à ce Monday Night Raw. Et je trouve que je suis sympathique quand même, quoi, parce que pour l'ensemble de l'œuvre de la WWE sur les Survivor Series, ça aurait pu être payé plus cher. Vous avez de la chance que l'ignoble Ringside ne soit pas à l'antenne, mes amis, aujourd'hui. On aurait peut-être notre première note négative. Et même Papy, après avoir lu Papy sur le Discord, je pense que lui aussi non plus était pas d'un emballement fou. Ouais. Écoute, c'était pas un mauvais épisode. Tu l'as dit, c'est un épisode qui était classique, plutôt bien construit par rapport au Survivor Series, mais qui pêche effectivement par, en fait, qui paye le prix de la route vers le Survivor Series qui a été construite complètement à l'envers. Et c'est vrai que ce choix très douteux de terminer par ce main event et surtout ce post-match fait qu'on la hype, elle est pas forte, comme on dit. Toi, j'aurais aimé qu'on se retrouve avec une équipe, enfin une espèce de, si tu veux, un cliché, une carte, enfin une photo picture, une photo finish quasiment de nos équipes, quoi. De nos équipes au grand complet, qui se retrouvent un petit peu tous sur le ring et qu'on sente vraiment les Survivor Series qui arrivent là. Hein. Ok, c'est focalisé, on parle des Survivor Series, on book, on enlève, on retire. Mais finalement, on le fait qu'en tout petits morceaux. Il n'y a pas ce sentiment que c'est quelque chose qui va être d'important. Toi, c'est un pay-per-view important, c'est un pay-per-view historique avec des équipes. C'est important de faire partir des équipes. On veut défendre son équipe. Là, en l'occurrence, on veut défendre son show. Bon, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Raw versus SmackDown. Est-ce qu'aujourd'hui, ça tient toujours? Est-ce que c'est toujours la bonne recette? Ça, j'en suis pas sûr. Écoute, je suis plus mitigé parce que moi je trouve qu'au final c'est ça qui est un peu le paradoxe. Moi je considère en fait, en tout cas sur cette carte des Survivor Series, c'est ce qui s'est passé avec les weekly et tout le booking depuis Crown Jewel. C'est que la carte en fait elle est pas dégueulasse, la carte des Survivor Series. La carte est belle. Les matchs, ce Raw versus SmackDown, il tient quand même ses promesses. Il y a des belles choses qui s'annoncent là. Quand tu vois déjà le Damian Priest Nakamura, tiens, pour faire plaisir à Papy, avec la fameuse statistique que je gardais pour Papy, la statistique qui fait mal à Shinsuke Nakamura. Et bah vois-tu, ce garçon ça va faire 100 jours qu'il est champion. Il a défendu son titre on TV une seule fois, et c'était quand la dernière fois? Ça date du 24 septembre, quoi. 100 jours, quoi. Alors voilà, la feignasse de Nakamura, et ça, Papy, il vous le dit depuis le début, les petits enfants. Ouais, et là, il prend sa ceinture quand il va faire son surf là à la plage, et puis il a la belle vie aussi. Lui. Alors lui, toi, on parlait des J Styles qui allait finir ses vieux jours à WWE, voilà, Nakamura. C'est tout comme, hein, c'est tout comme. Non, mais j'aime bien, la carte est belle, mais de par le fait qu'on veut créer des rivalités interbrand, là finalement, il y a pas, ça se retranscrit pas dans la construction. Eh oui. Ah oui, il y a aucune animosité entre les shows. On crée des animosités à l'intérieur des groupes, quoi, des feuds à l'intérieur des groupes. Et pour moi, il devrait pas y avoir ça. Le point focal devrait être l'envie d'aller en découdre avec le show d'en face pour défendre les couleurs du show, toi, pour montrer qui sont les plus forts. Et tu rajoutes par-dessus, tu épices cette construction par des amitiés, des dissensions au sein du groupe, juste un tout petit peu, toi, juste pour créer un petit peu de suspense sur les équipes, parce que ça a toujours été comme ça, toi. Mais là, on est juste focalisé sur qui va faire partie de l'équipe, et encore, on le fait pas vraiment parce qu'on balance les équipes d'entrée de jeu.
Donc finalement, tous les enjeux qui sont derrière ce pay-per-view, je trouve qu'on les ressent pas, toi. Donc on a une belle carte, tu l'as dit. C'est quand même, il y a des main eventers quasiment à tous les niveaux. Mais quel est l'enjeu, quoi? Qu'est-ce qui fait que on a envie de voir ce pay-per-view outre la qualité intrinsèque de la carte? Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour revenir moi à mon mot de la fin, je dirais que c'était quand même un bon épisode bien solide. Je lui donnais 2,75 à cet épisode. Et mon flop, eh ben écoute, je serais tenté de le faire comme toi, mais ce serait le même flop que toi. Mais je vais le donner à la division féminine. Je pense avec cette séquence-là, avec Nikki Ash, Elina, Rhea Ripley, Carmella, on aurait pu faire un truc beaucoup plus solide par rapport justement au Survivor Series. Là, c'était totalement random. Et mon top, je vais le donner à Kevin Owens pour sa promo d'intro et pour son gros match face à Finn Balor. 2,75 pour moi. Ok, tonton? Moi, je suis d'accord. Hein, moi, je valide. Super. Eh bien, si tu veux bien, c'est le moment de dire à nos auditeurs et nos auditrices qui peuvent toujours nous suivre en s'abonnant sur les plateformes de podcast, PodCloud, iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer, mais également sur YouTube. Vous pouvez laisser votre commentaire, votre top, votre flop et votre note. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce Go Home Show de Monday Night Raw direction les Survivor Series. Les réseaux sociaux, c'est très simple. Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC et le lien pour Discord est dans la description. Rejoignez-nous. Tonton, je te remercie une fois encore pour ta présence, tes fiches exceptionnelles, toutes ces anecdotes que tu nous partages sur le monde du catch. Gracias El Patron, c'était avec plaisir d'être ton tag team partner pour un beau duo, pour un Monday Night Raw qu'on espère un peu plus vivace au retour des Survivor Series. Mais j'ai confiance. Allez, il faut toujours avoir confiance. Allez, ouais. Never give up. Never surrender. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'analyse du show bleu. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut IRM, salut peuple de catcheurs. Bon, faut que j'appelle Nikki là. Ouais, il est temps là. Je pense que là, elle est en perdition et il est temps que tu lui passes un coup de fil, quoi. Je vais peut-être l'inviter ce soir à ma soirée Beaujolais.